Alors je lui ai dit, « Aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi juste à trouver un endroit où aller. Et pourquoi avez-vous pris ma bonne comme épouse? Et moi je suis là. » Une belle femme ne méritait pas ce que la vie lui a infligé. Tout ce que j'ai traversé a affecté mon fils. Elle avait une belle maison et un bon mariage. Mais quelque chose manquait, un enfant. Quand Nelly et son mari ont enfin décidé de fonder une famille, leur premier bébé est né prématurément. Et malgré les efforts du médecin, il n'a pas pu être sauvé. La perte fut déchirante pour le couple. Après 3 jours, nous avons eu notre sortie. Nous sommes revenus au poste de police. Et j'ai trouvé le gars avec ma fille. Et il m'a dit, « Nelly, j'ai donné à la police l'argent pour que tu puisses partir et t'occuper de toi. Je ne veux pas te tuer. Pars juste. » Cependant, ce qui s'est passé pendant les grossesses suivantes de Nelly a bouleversé sa vie au point de la rendre méconnaissable. La détresse était si immense qu'elle a même tenté de mettre fin à ses jours. J'ai pris le couteau comme ça. Oui, en essayant de voir où je pouvais planter un coup et en finir une bonne fois pour toutes. J'ai entendu une voix encore à ma porte. « Nelly, ne tue pas tes enfants, parce que ma maison n'avait pas de rideau. » Alors le gars passait et a dit, « Nelly, ne tue pas ces enfants. S'il te plaît, ne les tue pas. Je t'en supplie. » J'avais déjà fermé la porte. Il ne pouvait pas l'ouvrir. Il criait et pleurait. « Nelly, s'il te plaît. » Mais que s'est-il exactement passé avec Nelly? La grossesse donne normalement à une femme quelque chose à quoi s'accrocher, une source d'espoir et de joie. Alors comment cela a-t-il fini par tout lui enlever? Nelly elle-même va vous raconter son histoire. Mais avant de commencer, un mot d'avertissement, ce n'est pas une histoire facile à entendre. Préparez-vous à l'horreur qu'elle a subie de la part de l'homme même qui lui avait promis de rester à ses côtés. Je m'appelle Nelly Ochum. Je suis mère de 2 enfants. J'ai perdu mes parents quand j'étais très jeune, en classe de 7e. Je me suis mariée avec un homme. Au début, c'était bien. Et il a changé, juste parce que j'avais l'habitude d'avoir des enfants prématurés. Donc, quand j'ai eu mon premier-né, le parcours était bon, l'homme était très heureux, prêt à accueillir le bébé, mais malchance. Le bébé est venu à 5 mois et nous l'avons perdu. En tant que mère, je n'ai pas abandonné parce que je ne savais pas où était le problème. J'ai dû réessayer pour le deuxième-né et j'étais heureuse encore une fois. Le mauvais côté, le bébé est arrivé encore à 6 mois. Quand le bébé est venu à 6 mois, je suis allée à l'hôpital. Et ce fut un très grand choc pour mon mari qui disait « Que se passe-t-il? Parce que je ne comprends pas. » Alors, le bébé est sorti et j'ai dû aller en incubateur au moins 3 mois parce qu'elle ne pesait qu'1 kilo. Donc l'enfant était très petit et minuscule. Il ne pouvait pas survivre à la maison. Nous avons donc dû le mettre en incubateur. Maintenant, depuis l'incubateur, l'homme a changé. Ah non, je vais devoir payer beaucoup d'argent à cause de ce bébé. Et pourquoi tu ne peux pas être juste une femme normale et avoir des enfants comme une femme normale? Et que se passe-t-il? Alors, il a dû poser des questions comme « Suis-je maudite? Ou qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Alors, le parcours continue. Et je suis rentrée à la maison depuis l'hôpital juste pour trouver sa mère, ma belle-mère dans la maison. Je ne savais pas que pendant que j'étais à l'hôpital, ma belle-mère savait déjà qu'elle avait une femme pour mon mari. Alors que la vie continue, un jour je suis venue. Une femme est arrivée avec son bébé et elle a dit « C'est mon mari et c'est le bébé de ton mari. » Et ma belle-mère a accueilli la fille avec bonheur et tout. Je n'avais rien à dire d'autre que d'accepter parce que la faute était à moi. J'avais l'habitude d'avoir des enfants prématurés. Je ne savais pas ce que Dieu avait prévu pour moi. Je ne savais pas ce qui se passait. Alors nous sommes restés dans la même maison. La douleur était trop forte.
J'étais comme une servante pour eux. Je m'occupais des 2 bébés, le mien et le sien. Ils pouvaient faire des choses méchantes devant moi, m'abuser, me battre parfois. Et on m'interdisait même d'aller dans ma cuisine, d'aller dans ma chambre. J'ai beaucoup souffert. Et mon mari a juste changé et a pris la nouvelle femme dans notre chambre conjugale, et j'ai dû aller dans une autre pièce, la chambre de mes enfants. Donc à travers tout ça, tout ce que j'ai vécu, ma belle-mère était là à me regarder en soutenant l'autre femme, me regardant comme si j'étais une orpheline maudite. Cette fille est maudite. Elle n'a rien. Elle n'a personne. Maintenant, souviens-toi que je n'avais aucun parent où aller. Je n'avais aucun ami. Alors j'ai dû chercher un travail alors que j'avais encore un petit bébé, pour peut-être acheter des couches, peut-être avoir de la nourriture, parce qu'ils avaient même verrouillé la cuisine. Je ne pouvais accéder à aucune nourriture ni à rien. Même le savon, rien du tout. Alors j'ai dû sortir et me débrouiller toute seule pour que mon bébé aille bien. Donc, dans les luttes et tout ça, la femme est partie et elle a laissé un fils à mon mari. Et juste parce que j'étais très jeune et très innocente, j'ai pardonné à mon mari. Et nous nous sommes remis ensemble. Cette fois-ci, il disait, « Je ne vais plus faire d'erreur. S'il te plaît, essaie de changer. » C'était comme si le fait que je fasse des bébés prématurés était ma faute, pas la sienne. Alors, il m'a appelée dans la chambre et il m'a dit, « Nelly, maintenant, je te reprends dans ma vie. Mais promets-moi une chose. Tu ne mettras plus jamais au monde un bébé prématuré. » Et parce que je l'aimais de tout mon cœur, j'ai dit, « C'est d'accord. Je vais faire de mon mieux. » Et je suis encore tombée enceinte. Alors, il a fait de son mieux. Nous sommes allés à l'hôpital et examinés par les médecins. Les médecins m'ont dit que j'avais de l'hypertension et que j'avais du diabète. Oui, donc j'étais sous un régime très spécial. On m'a donné des médicaments, un traitement complet. J'étais alitée et tout ce que le docteur m'a conseillé de faire, je l'ai fait. Mais tu sais, Satan reste Satan. Le bébé est encore venu à 6 mois. Même pas 6 mois, presque 6 mois. Genre à 3 ou 5 jours des 6 mois. C'était la nuit. Et j'ai juste ressenti une douleur vive. Et je suis allée voir mon mari. Je l'ai appelé comme 3 fois. Et je lui ai dit que je ressentais une douleur et que du sang coulait. Et il a dit, « Quoi? Pas encore, Nelly. Si ce bébé sort, s'il te plaît, ne me compte plus dans cette affaire. Je suis hors de ça. C'est mieux que tu prennes soin de toi, ou alors prends juste les clés. Conduis-toi toi-même à l'hôpital. » Et aussi, la douleur est devenue trop forte, insupportable. J'avais trop mal. J'ai commencé à ramper par terre, crier, pleurer. Et souviens-toi, j'avais une bonne à la maison. Alors, je lui ai dit, « S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. » Et elle m'a répondu, « Non, ton mari a dit que tu te débrouilles seule pour aller à l'hôpital. » Alors, j'ai rampé dans les escaliers. Puis, le gardien m'a vu. Il est venu, il m'a tenu la main. J'ai pris une moto pour aller à l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital, le docteur m'a dit, « Nelly, tu sais quoi? Le bébé arrive. » Et j'ai dit, « Pas encore. Si vous voulez encore sortir ce bébé à ce moment, vous feriez mieux de me tuer d'abord avant d'enlever le bébé. » Le docteur a essayé de me conseiller. « Sauvons juste ta vie, oublie le bébé et tout, parce que ta vie est en danger. » Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Je me suis juste sentie étourdie. Puis, après quelques minutes, ils m'ont montré le bébé. Et ils ont dit,
« Oh Nelly, le bébé est sorti, mais le bébé ne va pas bien. » Et je leur ai dit, « Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» Ils m'ont dit, « Nelly, laisse le bébé entre les mains de Dieu, et tu iras bien. » Donc, après la salle d'opération, ils m'ont emmenée en salle de repos, puis dans la chambre. Quand j'étais dans la chambre, j'ai rappelé le docteur et je lui ai dit, « Est-ce qu'on peut y aller et me montrer où est mon fils? Je veux juste lui parler et lui demander une seule faveur. » Le docteur m'a dit, « Non Nelly, tu ne peux pas voir ton fils, parce qu'il n'est pas en bon état. Tu n'es pas autorisé. » Et je lui ai dit, « Non, il est à moi. Qu'il soit vivant ou non, c'est mon fils. Je veux juste le voir. » Après 2 semaines, ils m'ont autorisé à aller dans la salle NBU pour voir mon fils. Quand je suis entrée dans cette salle, je lui ai dit, « Pourquoi tu me fais ça? Tu me punis? Je ne serai plus jamais heureuse de ma vie. J'ai traversé tant d'épreuves et maintenant tu arrives à ce moment-là, trop tôt. Comment vais-je faire face à ton père? Qu'est-ce que je vais dire à ta famille? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus de maman, je n'ai plus de papa, mais eux peuvent me comprendre. » Donner naissance à un enfant est l'un des moments les plus mémorables dans la vie d'une femme. Mais lorsque Nelly a fait face à des complications durant l'accouchement, à des épreuves totalement hors de son contrôle, elle s'est retrouvée terriblement seule. Le seul vrai rôle qu'un homme puisse jouer pendant la grossesse, c'est d'apporter un soutien moral. Et pourtant, son mari n'a même pas su faire ça. Au lieu de cela, il a fait bien pire. Il l'a rendue responsable de tout ce qui se passait. Qu'est-ce qui pourrait être plus déchirant que cela? Après 1 mois, ils sont venus et m'ont dit, « Nelly, nous voulons parler à ton mari. Nous voulons lui dire que le bébé va mieux. Alors, nous saurons comment venir et commencer à payer au moins les factures. Parce que le bébé est sous oxygène et nous devions le payer chaque jour. Il compte chaque jour et cela doit être payé en espèces. » Alors, je l'ai appelé. Le bébé est sorti. Et il avait survécu. Mais voici la situation. Le gars m'a dit, « Nelly, je t'ai dit que je ne te connais pas et ne rappelle jamais ce numéro. Peux-tu dire au docteur d'écraser cette chose et de la jeter à la poubelle? Parce que je ne veux pas voir cette chose dans ma vie. » Je pensais que c'était une blague. Jusqu'à la dernière minute, la facture était prête et je devais rentrer chez moi. Personne pour payer ma facture, personne pour venir me rendre visite. Les seules couches que mon fils utilisait étaient celles des enfants, qui étaient morts et avaient laissé des couches, ou peut-être les vêtements. Les docteurs prenaient ces choses et m'aidaient pour que mon enfant survive à l'unité néonatale. Et je devais rentrer chez moi. Je n'avais pas d'argent. Le gars ne décrochait pas mon appel. Même la bonne ne me parlait pas. J'ai dû aller voir les docteurs. Je leur ai dit, « Maintenant, je n'ai rien à faire. Soit je cherche parmi mes amis, peut-être appeler quelques parents s'ils peuvent faire quelque chose pour moi. Et peut-être vous aussi, si vous pouvez m'aider à rentrer chez moi. » Alors, j'ai vraiment fait de mon mieux. J'ai réussi à réunir un petit montant. Et les docteurs ont dit, même si nous gardons cette femme ici, qu'est-ce qu'on y gagne? Laissons-la simplement partir chez elle, et peut-être qu'un jour elle reviendra et paiera. Alors ils m'ont dit, Nelly, tu peux rentrer chez toi. Tu te souviens? Ils me disaient de rentrer chez moi. Je n'avais même pas de quoi me déplacer simplement de l'hôpital. De la salle à la réception, je suis restée assise là 5 bonnes heures. Il faisait nuit, presque autour de 19 heures. Et le vigile m'a demandé, « Pourquoi es-tu encore là? On m'a dit que tu étais sortie. Tu dois rentrer chez toi. » Et je lui ai dit, « S'il te plaît, je n'ai rien.
Je ne peux pas marcher avec le bébé. Et tout ce que j'ai ici. Je ne peux pas marcher. Souviens-toi, c'était une césarienne, pas un accouchement normal. Alors il m'a dit, Nelly, je peux seulement t'aider avec 250 shillings, juste pour t'emmener loin de cet hôpital. Peut-être que quelqu'un d'autre prendra le relais et t'aidera. Alors il m'a donné l'argent. J'ai pris un taxi, juste depuis l'hôpital, jusqu'à l'endroit que l'argent couvrait, juste comme ça. Sur le chemin, le taxi venait juste de me déposer et j'ai vu passer la voiture de mon mari. Et j'ai dit à quelqu'un qui passait en moto, « Hey, s'il te plaît, aide-moi à arrêter ce gars. Je dois lui parler. Je le connais. » Le motard m'a dit, « J'ai essayé de l'arrêter, mais laisse-moi réessayer. » Alors, il a juste essayé encore et encore, en l'appelant et en criant. Alors le gars a juste baissé son miroir et lui a demandé, « Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu veux ?» Il lui a dit, « Il y a une dame avec un bébé qui veut te parler. S'il te plaît, peux-tu lui parler ?» Il a fait marche arrière avec sa voiture. Il m'a regardé comme pour se dire, « C'est elle qui veut me parler ?» Puis il a ajouté, « Je ne la connais pas, c'est juste une étrangère. » Et il est reparti. J'ai fondu en larmes. Mais le conducteur de la moto m'a dit, « Je ne te connais pas, mais je ne peux pas te laisser ici. Je vais t'aider. » Et il m'a ramené chez moi. En arrivant, on est arrivé en même temps que mon mari, exactement au même moment. Le motard lui a dit, « Pourquoi tu fais ça à cette femme? Qu'est-ce qui se passe ?» Et mon mari lui a répondu, « Je t'ai dit que je ne la connais pas. Et s'il te plaît, ne me pose pas de questions. Si tu la connais et que tu veux d'elle, prends-la, prends-la. » Je suis juste rentrée à la maison en me disant que j'avais encore un foyer, que j'avais encore un endroit où aller. Je ne savais pas que le même jour où je sortais de l'hôpital, c'était le même jour où le gars déménageait. Je suis entrée dans cette maison. Il avait déjà pris ma fille de maison comme sa femme. Tout avait changé. Ils avaient tout déplacé. Ils avaient juste laissé quelques petites choses. J'ai vu un miroir et juste quelques affaires laissées derrière, qu'il venait récupérer. Puis, il est parti. Alors je lui ai dit, « S'il te plaît, aide-moi juste à trouver un endroit où aller. Et pourquoi as-tu pris ma fille de maison comme ta femme pendant que je suis là? Et je ne suis pas la cause de tout ce qui arrive. Je ne sais pas ce qui se passe. Même moi, je ne sais pas. » Le gars m'a dit, « Nelly, je t'avais dit qu'un jour, je te tuerais, que je tuerais cette chose et que je t'oublierais. Tu es une femme maudite. Je regrette de t'avoir connue dans ma vie. » Alors, il a essayé de prendre mon fils et de le jeter du 3e étage. J'ai tout fait pour le retenir. Il était très fort. Alors j'ai pris une barre de fer. J'étais dans cette pièce. Il faisait face de l'autre côté avec le bébé. Alors, j'ai essayé de le frapper à la tête. Il a lâché le bébé par terre. Le bébé est tombé entre ses jambes. Alors j'ai couru immédiatement pour prendre mon fils et le tenir. Tu sais, sa tête avait commencé à gonfler. Je ne sais pas comment le dire, mais le bébé avait mal. Il pleurait et moi aussi je pleurais. Et il voulait encore me pousser. Rappelle-toi, je sortais de l'hôpital. Je saignais encore. J'étais encore fraîche. Il a appelé la police. Il y a une étrangère chez moi qui est venue me frapper et c'est une femme folle. Alors la police est venue pour moi, le même jour, de l'hôpital, à la cellule. J'ai pris mon fils car il était tout petit.
Je l'ai mis sous mes vêtements. J'ai porté la veste, une très grande veste, et nous avons marché avec la police jusqu'à la cellule. J'ai demandé à la police, qu'est-ce que j'ai fait? On nous a dit que tu es allé chez quelqu'un pour te battre. Maintenant, tu restes ici jusqu'à... C'était un lundi, jusqu'au vendredi. Alors, je suis allée au commissariat. Je leur ai dit, moi, je ne peux pas entrer à l'intérieur. Il y a d'autres personnes là-bas, elles vont me faire du mal. Alors, donnez-moi juste une chaise en plastique pour que je puisse m'asseoir ici jusqu'au matin. Alors, je me suis assise là et le bébé était à l'intérieur. Personne ne pouvait savoir que j'avais un bébé. Le bébé était sous mes vêtements. Alors, une dame est entrée, une policière, et le bébé pleurait, comme un chat, un petit chat. Et la dame a demandé, « Où est le chat dans cette maison ?» Elle a dit, « Il y a un chat quelque part. » Et je lui ai dit, « Ce n'est pas un chat, c'est mon bébé. » « Tu as un bébé? Où ?» « J'ai un bébé sur moi, dans mes vêtements, à l'intérieur. » « Comment? Qui t'a dit de venir ici? Qui t'a amené ici? » Et je lui ai dit, « J'ai été amenée ici parce que mon mari a dit à la police que je suis allée le battre chez lui et qu'il ne me connaît pas. » Cette dame m'a regardée et elle m'a dit, « Retire d'abord le bébé de là, avant tout. Retire juste le bébé. » J'ai retiré le bébé. Le bébé devenait comme jaunâtre. On appelle ça jaunisse. Et la dame m'a dit, « Avant tout, maman, avant qu'on fasse quoi que ce soit, va juste à l'hôpital. » Parce que quand on se débattait avec lui, j'ai blessé ma cicatrice. Alors ça saignait d'un côté. Et ils n'ont même pas regardé. Ils ont dû appeler le gars pour qu'il vienne. Ils lui ont dit, « On sait que tu ne veux pas d'elle, mais s'il te plaît, amène d'abord le bébé à l'hôpital. » Comment un être humain peut-il être aussi sans cœur envers un autre? Tout ça parce qu'elle a accouché de bébés prématurés aux yeux de son mari. C'était suffisant pour lui enlever toute valeur, comme si elle ne méritait plus d'être traitée comme un être humain. As-tu été emmenée à l'hôpital? Je suis allée à l'hôpital, admise de nouveau, le deuxième jour. Nous avons été admises. Puis, après 3 jours, nous avons été renvoyés. Nous sommes retournés au poste de police, parce que je n'avais pas de maison où aller. Quand nous sommes allés au poste de police, j'ai trouvé le gars avec ma fille. Et il m'a dit, « Nelly, j'ai donné l'argent à la police pour que tu puisses t'occuper de toi. Je ne veux pas te tuer. Va-t'en. » J'ai pris ma fille avec les 4000 shillings. Je ne savais pas où aller avec cet argent. Je ne savais pas par où commencer. Et la police m'a dit, « Nelly, c'est le plus loin qu'on puisse aller. Prends juste l'argent et pars. » Tu as toujours eu quelqu'un à tes côtés tout au long de ta vie, mais maintenant, tu te retrouves seul avec seulement 4000 shillings et 2 enfants. Comment as-tu réussi à survivre dans le monde réel? J'ai juste commencé à marcher. Je ne savais pas où aller. Alors, j'ai simplement marché avec mes enfants, tenant ma fille par la main et portant mon fils. Puis, je suis tombée sur une autre femme et je lui ai demandé, « Est-ce que je peux trouver une maison? J'ai de l'argent. » Elle m'a montré l'une des propriétaires et je suis allée la voir. Je lui ai dit, « Je n'ai que 4000 shillings avec moi. C'est tout ce que j'ai. » Et la dame m'a demandé, « Où est le père des enfants? Parce que je vois que tu as des enfants. » Je lui ai répondu, « Non, je suis seule, juste moi et mes enfants. » Elle m'a dit, « La maison coûte 5000 shillings. Et comment veux-tu que je t'aide? Tu n'as que 4000 shillings et rien d'autre. » Je lui ai dit, « Aide-moi, n'importe où. Je veux juste dormir. Je n'ai pas dormi depuis que j'ai quitté l'hôpital jusqu'à maintenant. Je veux juste un endroit où poser ma tête et me reposer. » Puis, elle m'a dit, « Donne-moi 2000 shillings kenyans et prends les 2000 autres pour aller acheter de la nourriture pour les enfants. » J'ai pris, acheté quelques trucs,
des casseroles, des assiettes, juste des petites choses, des cuillères. Puis j'ai commencé la vie dans cette maison. La seule chose que j'avais, c'était mes vêtements, par terre, et mes enfants. L'argent qu'il restait suffisait pour un seul repas. Je ne savais pas ce qu'on allait manger demain, ni ce que je ferais. Alors, le lendemain, je me suis dit, non, laisse-moi juste essayer de lui demander. Peut-être qu'il le fera juste pour ses enfants, même pas pour moi. Et j'ai appelé son numéro. Ça ne passait pas. J'ai dû appeler le numéro de ma bonne. Maintenant, c'est elle la femme. Elle a reçu l'appel et m'a demandé, « Qu'est-ce que tu veux, toi, la femme? Qu'est-ce que tu veux ?» Je lui ai dit, « On n'a pas mangé. Même si c'est 100 shillings, aide juste mes enfants. » Elle m'a dit, « Je vais voir ce que je peux faire. » Et de ne plus jamais appeler. Alors j'ai attendu peut-être 3 ou 4 heures, si elle allait envoyer les 100 shillings ou pas. Je me suis dit, « Non, c'est trop pour moi. Il vaut mieux que je meure avec mes enfants. » Personne ne se soucie de nous. On a été oubliés. On est désormais dans notre propre monde, parce qu'on en est arrivé là. J'ai dû envoyer ma fille aller voir chez les voisins, s'ils faisaient la cuisine, et juste rester là-bas. Même s'ils te chassent, ne pars pas. Reste là jusqu'à ce que tu manges quelque chose. Quant à moi, je pouvais juste prendre du sel et de l'eau avec ton frère, et ça allait. Mais toi, tu ne peux pas survivre sans rien manger. Alors ma fille avait pris l'habitude d'aller attendre près des cuisines de la maison d'à côté, dans l'espoir de recevoir un peu de nourriture. Mais à la longue, les voisins ont commencé à s'en agacer. On en a assez de cette fille, elle est toujours là. Alors, ils l'ont repoussée. Quand elle est revenue, elle m'a dit, « Maman, j'ai essayé d'attendre, mais ils ont fermé la porte. Ils mangent à l'intérieur, et moi je suis restée dehors. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Je lui ai répondu, « Ma fille, moi aussi je suis fatiguée. La seule chose qu'on peut faire, c'est prier. » Je lui ai proposé qu'on aille se laver, mais au fond, c'était une manière de détourner son attention. Car dans ma tête, j'avais pris une décision sombre. J'ai enlevé les vêtements de mes enfants, pris une simple couverture, et on a commencé à monter les escaliers. Et ma fille disait, « Maman, où est-ce qu'on va se doucher? Et où est l'eau ?» Je lui ai dit, « Là-bas, on va utiliser les autres salles de bain, là-haut sur le toit. » Elle m'a dit, « Maman, je n'ai jamais vu de salle de bain là-bas. » Et je lui ai dit, « Non, ne t'inquiète pas, il y en a. On en trouvera une, parce qu'il fait trop froid. Et peut-être que là, on peut avoir de l'eau chaude. » Donc on monte. Ma fille disait, « Maman, non. Où est-ce qu'on va? Maman, où est-ce qu'on va? Dis-moi, où est-ce qu'on va? » Et je lui ai dit, « Maman, je suis fatiguée, regarde-moi. Je ne peux pas te donner de nourriture. Je ne peux t'aider d'aucune façon. Maman, je suis désolée de penser à tout ça. Vraiment désolée. » Alors, je suis montée sur le toit. J'ai escaladé le réservoir. Je ne savais pas qu'on m'avait suivi. Le gardien Massaï m'observait. Il était monté aussi. J'ai prié, j'ai serré mes enfants. Et je me suis dit, si je pars seule et que je les laisse, ils vont souffrir. Mais si je les laisse partir avant moi, quelqu'un risque d'arriver. Alors, la seule chose à faire, c'était de partir tous ensemble. J'ai pris ma fille d'un côté, mon fils de l'autre. Je cherchais un endroit plus haut pour basculer de l'autre côté. Et là, j'ai entendu une voix. « Nelly, arrête! Qu'est-ce que tu fais ?» Il a attrapé mon pagne, m'a tiré en arrière avec les enfants et les a tenus fort. En tombant, il m'a demandé, « Pourquoi tu fais ça? Et ces enfants, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui ai dit que je n'avais pas mangé, que j'étais fatiguée, au bout du rouleau, et que personne ne m'aidait. Personne ne voulait m'employer. Je n'avais plus de soutien. Il m'a dit, « Tu m'as moi. Je peux t'aider aujourd'hui. » J'ai un peu de farine et un petit réchaud à kérosène. Ce n'est pas grand-chose, mais ça peut vous aider.
Il nous a fait entrer chez lui, nous a préparé un peu de bouillie. Ce jour-là, on a mangé. Mais ensuite, je me suis demandé, et demain? Aujourd'hui, on a mangé. Mais demain? C'était pendant le coronavirus. J'étais perdue. Je me suis dit, je vais encore devoir sortir, demander de l'aide? À qui? Je ne pouvais plus penser à tout arrêter. J'avais un couteau à la maison. Parfois, j'attachais une corde à ma taille, juste pour garder la force de porter mon fils. Alors, j'ai pris ce couteau et j'ai dit, je suis désolée, mais je ne vois pas d'autre issue. Parce que si quelque chose nous arrive ici, personne ne saura qu'on vit dans cette maison. Personne. J'ai attendu qu'il dorme. Mon fils dormait, ma fille aussi. Et je me suis dit, elle est grande, forte, ce serait plus compliqué. Alors je commencerai par elle, ensuite mon fils, et enfin moi. J'ai pris le couteau, comme ça. Je cherchais un moyen d'aller vite, sans douleur, mais j'ai encore entendu une voix à ma porte. I had a voice again at my door. Nelly, non, ne fais pas ça. Ma maison n'avait pas de rideau. On pouvait tout voir depuis les fenêtres. Il passait devant et à vue. Il a crié, « Nelly, je t'en supplie, ne leur fais pas de mal. Ne fais pas ça. » J'avais fermé la porte. Il ne pouvait pas entrer. Il criait, pleurait. Nelly, on sait que tu souffres, mais ce n'est pas la solution. S'il te plaît, ouvre. Laisse-moi t'aider. Il suppliait, il pleurait. Il a essayé d'ouvrir la porte. Elle ne s'ouvrait pas. Il a insisté encore et encore. He begged. He tried to open the window. And the window was stuck up. Puis la fenêtre. Rien non plus. Il a continué de supplier. Et j'ai dit, laisse-moi juste leur dire au revoir, leur donner une dernière chance. Parce qu'à chaque fois que j'y pensais, quelqu'un intervenait. À chaque fois. Alors je me suis dit, cette fois, j'attendrai la nuit, quand il n'y aura personne. Mais cet homme est revenu. Il est entré et m'a dit, « Nelly, qu'est-ce qu'il te faut ?» Je lui ai répondu, « Si j'ai juste un peu à manger et un toit, ça ira. » Il m'a dit, « Alors viens, viens chez moi. Je vais chercher une solution. Tu ne restes pas seul ce soir. » Je suis désolé. As-tu déjà ressenti que mettre fin à ta vie était la seule option? Aucun être humain ne devrait jamais se sentir ainsi. Je suis tellement heureux que quelqu'un soit arrivé à temps pour te sauver. Je ne savais pas. Mon fils a une maladie. Je ne savais pas. Tout ce que j'ai vécu a affecté mon fils. Quand il est tombé, il a été affecté. Maintenant, c'était à moi d'aller dehors. Juste chercher n'importe quel travail, n'importe quoi, juste pour nourrir mes enfants. Un jour, je suis allée à l'hôpital et j'ai demandé au médecin, « Mon fils est maintenant grand et il ne peut toujours pas éviter ces choses. » Je ne sais pas comment dire ça, il peut se faire dessus et parfois, il fait pipi dessus. Et le médecin m'a dit ça. Peut-être qu'on peut faire des radios. On vérifie et on regarde. Ils ont donc vérifié l'urine. La vessie allait bien, mais le gros problème était dans sa lignée. Il ne peut pas se retenir d'aller aux toilettes. Je ne sais pas. Il ne peut pas faire caca. Il avait besoin d'une opération.
Nous avons fait la première opération. Ça a très bien réussi. J'ai eu du mal. Des amis m'ont aidé après l'opération. Et encore après 6 mois, souviens-toi, il avait commencé l'école. Il va à l'école. Il se fait dessus. Maintenant, même les autres enfants ne veulent pas jouer avec lui parce qu'à chaque fois, il disait seulement « Regarde-le, il s'est encore fait dessus, regarde-le ». Alors il pouvait se cacher. Parfois, quand il s'est fait dessus, il pleurait, peut-être à l'école. La maîtresse changeait ses vêtements à chaque fois, dans chaque nouvelle école. Parce que même les professeurs étaient fatigués de sa situation. Je supplie juste que, si quelqu'un pouvait soutenir le petit Travis pour qu'il ait une deuxième opération. La situation est difficile pour moi. Parfois, je pleure. Quand je le vois lutter, et parfois il se fait dessus, enlève ses vêtements et les cache, parce qu'il est maintenant grand et honteux de ce qui se passe. Comment subvenez-vous aux besoins de vos enfants aujourd'hui? Est-ce qu'il a essayé de reprendre contact avec vous? Cet homme ne nous a jamais appelés, ni même demandé comment nous allions. En fait, il est parti à l'étranger. Aucun appel, aucun mot pour savoir si on survivait. On survit simplement par la grâce de Dieu. Quand je trouve un petit boulot, je le fais pour pouvoir nourrir mes enfants. Et quand il n'y a rien, eh bien, on se débrouille. Voilà. Comme vous l'avez dit, vous ne saviez pas pourquoi vous accouchiez prématurément. Avez-vous cherché à comprendre la raison? Oui, le médecin m'a expliqué que cela arrive à certaines femmes, pas à toutes, pendant la grossesse. Parfois, on peut développer un diabète gestationnel ou de l'hypertension. Mais après l'accouchement, tout disparaît. Les médecins m'ont dit que c'était quelque chose de normal. Si, après avoir vu cette vidéo, quelqu'un souhaite vous aider ou propose de placer votre fils dans un centre spécialisé, que ressentiriez-vous? Si quelqu'un pouvait faire quelque chose pour lui, j'aurais l'esprit en paix et je serais tellement reconnaissante. J'ai fait des recherches. Quand je suis allée à l'hôpital St. Mary, ils m'ont orientée vers Gertrude. Ils m'ont dit qu'il y avait là-bas un bon médecin capable de faire l'opération. Donc j'attends toujours. Si un jour j'ai de l'argent, peut-être que je pourrais l'y emmener. Oui. Si des gens souhaitent vous contacter, comment peuvent-ils le faire? J'ai une chaîne YouTube. J'y ai mis quelques courts-métrages. Elle s'appelle Jonelle Productions. Je ne suis pas très active sur Facebook. Mon compte TikTok, c'est Nelly. Et j'ai aussi 2 numéros de téléphone. TikTok Nelly. I have 2. One is 0717627643 and another one 0796357212. Nelly Ochume. Souhaitez-vous laisser un message à ceux qui vous regardent? D'abord, je veux m'adresser à toutes les femmes qui vivent des difficultés dans leur mariage ou dans leur vie. Mon conseil est le suivant. Si vous êtes dans un mauvais mariage, ne restez pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si vous voyez un signal d'alarme, partez. Peut-être que c'est lui qui va finir par vous tuer. On ne sait jamais. Plus vous restez, plus vous... Voilà. Just like that, yeah. Okay.
Ce qui est arrivé à Nelly ne devrait jamais arriver à aucune femme. On ne peut pas tout contrôler, surtout quand il s'agit de notre corps. Comment se fait-il qu'elle ait été tenue responsable d'avoir accouché de bébés prématurés? Je comprends que ce fut une période douloureuse pour le couple. Mais dans une telle situation, comment un homme peut-il abandonner sa femme et la laisser affronter tout cela seul? Même avec des moyens limités, Nelly élève ses enfants avec force et courage. C'est une femme d'une grande bravoure, mais l'état particulier de son fils la hante chaque nuit, car elle s'inquiète pour son avenir. Si vous pouvez l'aider, de quelque manière que ce soit, faites-le. J'ai mis sa situation en lumière. À vous maintenant d'agir en partageant cette histoire partout dans le monde. Il faut que les gens sachent ce qu'une femme peut traverser lorsqu'elle donne naissance à un bébé prématuré. C'est Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner et de partager l'histoire de cette mère avec le monde entier.